Une colocataire effrayante. Quand j'avais 21 ans, j'ai été transféré à une université de San Francisco. J'ai trouvé une chambre à louer sur Craigslist. Ce n'était pas un appartement très joli, juste un 2 pièces, mais c'était un loyer bon marché et c'était près du campus. Donc c'était l'endroit idéal pour moi. La fille qui y vivait avait 29 ans et s'appelait Beth. Elle était grande, avait les cheveux noirs de jais et portait un maquillage pâle. Elle semblait sympathique, bien qu'un peu silencieuse, mais elle semblait m'apprécier et a accepté de me laisser emménager. Jusqu'ici, tout allait bien. La première nuit là-bas, nous sommes allés manger une pizza et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas chez elle. Pendant le dîner, elle n'arrêtait pas de me dire à quel point je ressemblais à Shia LaBeouf. Je ne savais pas quoi dire, alors je l'ai simplement ignoré. Je veux dire, je ne ressemblais en rien à Shia LaBeouf, donc cela n'avait aucun sens pour moi. Quand nous sommes rentrés à la maison, elle m'a demandé si j'avais vu sa chambre. Je lui ai dit que non, alors elle m'a emmené la voir. Les murs étaient couverts de posters de Shia LaBeouf. Elle avait même imprimé des photos de lui partout sur le miroir. Elle possédait tous ses films, et je ne savais pas quoi faire de cela. C'était effrayant. Toute la soirée, elle avait dit que je lui ressemblais, et maintenant c'était évident. Elle m'a dit qu'elle était obsédée par lui. Pendant les semaines suivantes, je ne l'ai presque jamais vue. Elle rentrait du travail et courait pratiquement dans sa chambre où elle passait toute la nuit. Elle avait un rire effrayant et aigu que j'entendais à travers les murs la nuit. Je me demandais ce qu'elle pouvait bien faire. De temps en temps, elle sortait et parlait pendant 2 minutes, mais elle traînait toujours les mots, alors je soupçonnais qu'elle buvait beaucoup. Parfois, elle ne disait rien et se tenait simplement dans le couloir à me regarder dans le salon. Je me retournais et la voyais, ce qui me surprenait. Je la saluais alors, puis il y avait une longue pause gênante et elle lâchait son rire aigu et effrayant. C'était inconfortable d'être près d'elle. Une nuit, j'ai eu des frissons. Je me suis réveillé vers 2 heures du matin parce que j'ai entendu ceux qui ressemblaient à la porte d'entrée s'ouvrir. Je suis sorti de ma chambre et toutes les lumières étaient éteintes, mais je pouvais encore voir Beth debout à la porte d'entrée. Elle avait le visage contre la porte et tournait le loquet d'un côté à l'autre encore, et chaque fois qu'elle tournait le bouton, elle murmurait mon nom. Max, Max, Max. La voir debout dans le noir en murmurant mon nom m'a vraiment effrayé, et cela n'aidait pas qu'elle ressemble à une version plus grande de la fille du film The Ring. Je suis retourné silencieusement dans ma chambre et j'ai essayé de dormir. Une autre nuit, alors que je regardais Gladiator, elle est sortie en titubant de sa chambre et a allumé la lumière du salon, ce qui m'a obligé à mettre le film en pause, ce qui était agaçant. Puis elle m'a demandé si je voulais savoir quelque chose sur son ex-petite amie. La transition vers ce sujet était maladroite, mais j'ai juste dit oui. Je me suis maladroitement allongé pour l'écouter. 10 minutes après le début de son histoire, elle était tellement irritée qu'elle hurlait à plein poumon à propos de leur rupture. J'étais inquiet que les voisins appellent la police, et elle ne m'écoutait pas quand je lui demandais de baisser le volume. En plein milieu de ces hurlements, une chose qu'elle a dite m'a vraiment fait peur. Elle était dans une telle crise et a crié « Je vais lui trancher la gorge ». Cela a été un grand changement. Tout à coup, je n'avais aucune idée de ce dont elle était capable. C'était pratiquement une étrangère, et tout ce que j'avais vu devenait alarmant et troublant. Après quelques minutes de plus, elle m'a remercié de l'avoir écoutée et a commencé à rire. Je suis sorti de là assez rapidement et suis allé dans ma chambre pour dormir avec un sentiment très inquiétant de se trouver dans la même maison qu'elle. Le pire, c'est qu'il n'y avait pas de verrou sur la porte de ma chambre. J'ai poussé le bord de ma commode contre la porte pour qu'elle fasse office de petite barricade. Je me suis réveillé en pleine nuit au son de ma commode qui raclait le sol. Beth essayait d'ouvrir la porte. J'ai allumé la lumière et lui ai crié d'arrêter. Je pouvais la voir à travers l'ouverture de la porte. Elle était tellement ivre et avait un regard fou dans les yeux. J'ai refermé la porte et lui ai crié de retourner se coucher. Je l'ai entendu retourner dans sa chambre, mais je n'ai pas pu me rendormir. Le lendemain matin, en sortant dans le couloir, mon cœur a fait un bond. J'ai vu un de ces couteaux à viande par terre à côté de ma porte. J'ai eu des frissons. Tout. Ce à quoi je pouvais penser était à elle disant qu'elle trancherait la gorge de ce type. Je l'ai confrontée et elle a dit qu'elle ne se souvenait pas avoir essayé d'ouvrir ma porte. Elle a dit qu'elle ne se souvenait même pas m'avoir parlé de son ex. J'en avais assez. Le contrat de location était mensuel, alors j'ai trouvé un nouvel endroit et j'ai déménagé.
Environ 1 mois après mon déménagement, elle m'a contacté. J'étais au cinéma et mon téléphone était éteint. Quand je suis sorti, j'ai allumé mon téléphone et, à ma surprise, j'ai reçu plus de 40 messages textes qu'elle m'avait envoyés au cours des 2 dernières heures. Tous étaient des messages fous allant de « Salut, comment ça va ?» à « Je te déteste ». C'était de la folie. Je n'ai pas répondu et je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle. Je me suis toujours demandé si je n'avais pas poussé ma commode devant ma porte, serait-elle entrée silencieusement dans ma chambre pour me trancher la gorge. L'intrus dans la maison. Il y a environ 5 mois, une amie à moi a été expulsée de son programme universitaire en raison de mauvaises notes. Elle n'en était qu'à la moitié de son contrat de location et ne voyait pas l'intérêt de rester en ville, car elle n'était là que pour étudier. Elle m'a proposé de reprendre son contrat de location en tant que sous-locataire, et elle ne me facturerait que la moitié du loyer, ce qui me semblait une bonne affaire. Naturellement, bien que je sois originaire de cette ville, j'ai pensé qu'il était temps de quitter la maison de mes parents. J'avais déjà obtenu mon diplôme et, bien que je cherchais encore un nouveau travail, je sentais que je ne pouvais pas laisser passer cette opportunité. J'ai donc accepté son contrat de location et emménagé chez elle. La maison en elle-même était assez jolie, avec 3 étages, y compris le sous-sol, et elle était située près de l'université de ma ville, qui, en général, n'est pas une zone très sûre. Cependant, j'avais passé beaucoup de temps là-bas pendant mes années universitaires, et je ne m'y étais jamais senti en danger. La chambre dans le sous-sol était assez petite mais confortable, et l'autre chambre en bas était occupée par une fille actuellement étudiante et assez silencieuse. En fait, toutes les filles qui vivaient là étaient de bonnes colocataires. Je ne pensais pas que vivre avec 3 filles serait un problème, et je voyais maintenant pourquoi ce ne serait pas le cas. Elles étaient toutes très gentilles, et l'ambiance était agréable. J'étais la seule de la maison à ne pas être étudiante, et aussi la seule à être originaire de cette ville. Les autres colocataires venaient en réalité de villes situées à seulement 1 ou 2 heures de distance au maximum. Ainsi, à moins qu'il y ait quelque chose de spécial, elles rentraient toutes chez elles les week-ends. Mon amie, qui avait été expulsée, vivait également à 2 heures de distance, donc elle rentrait chez elle tous les week-ends. Une chose importante à mentionner, qui est assez cruciale pour l'histoire, est que la maison avait en réalité 5 chambres. Juste après que tout le monde ait emménagé dans ce nouveau lieu, une des filles a eu une crise d'épilepsie dans son lit et est décédée. Cela a été assez perturbant pour tout le monde, et le propriétaire leur a dit de ne pas s'inquiéter pour trouver quelqu'un d'autre. Le loyer n'a jamais été augmenté pour compenser, et la chambre est restée vide. Selon le propriétaire, il trouvait insensible de chercher un nouveau locataire, car il ne voulait pas transformer la mort de quelqu'un en un inconvénient financier pour lui. Après la mort de la fille, ses parents sont venus chercher ses affaires, et la chambre est restée vide depuis. Je n'y ai jamais vraiment jeté un œil parce qu'elle est restée fermée et que je n'avais pas vraiment de curiosité à ce sujet. Elle était située au 2e étage, et je ne montais jamais là-haut, donc je ne faisais pas attention. Le premier week-end que j'ai passé là-bas a été assez tranquille. Je me souviens d'avoir passé une nuit chez mon copain, et la nuit suivante, il est resté dormir après que nous soyons sortis boire un verre dans un des bars universitaires à proximité. Nous étions assez ivres, donc nous nous sommes écroulés dès que nous sommes rentrés. Le week-end suivant, j'étais à la maison dans ma nouvelle chambre et je n'arrivais pas à dormir, alors j'ai décidé de lire un peu. J'appréciais vraiment la tranquillité de cette nouvelle maison, car les filles n'étaient pas là. Je viens d'une famille latine, donc cet environnement calme et serein était assez rare pour moi. J'ai pensé avoir entendu quelques bruits à l'étage. J'ai supposé qu'une des filles avait probablement décidé de rester à la maison pour le week-end ou qu'elle préparait simplement des affaires de dernière minute avant de rentrer chez elle. Je n'y ai pas trop réfléchi. Je n'étais pas très proche de mes colocataires, donc je ne me suis même pas donné la peine de leur demander si l'une d'entre elles était restée à la maison. Je pensais que ce n'était pas vraiment mes affaires. La fille du sous-sol était sûrement partie pour le week-end car apparemment elle dormait avec la porte fermée et la laissait ouverte quand elle n'était pas à la maison. Un week-end de ce même mois, je me suis réveillé pour aller aux toilettes et j'ai entendu le bruit de la chasse d'eau à l'étage, ce qui était un peu étrange puisque je savais qu'aucune des filles n'était à la maison. J'allais aller voir, mais dans mon état de fatigue, j'étais trop paresseuse et je n'avais tout simplement pas assez d'intérêt pour vérifier. C'est drôle que les films d'horreur sont censés te rendre paranoïaque, mais la leçon la plus importante que j'ai apprise d'eux est qu'il y a toujours une explication rationnelle aux choses.
Ce serait mon plus grand tort, car pendant quelques mois, j'ai toujours ignoré les choses en créant ironiquement des explications irrationnelles pour rationaliser ce que je pensais être des pensées irrationnelles. Par exemple, j'entendais un grincement provenant du deuxième étage et je pensais qu'une des filles avait oublié quelque chose et avait décidé de revenir le chercher. La fille aurait dû faire 2 heures de route aller-retour en pleine nuit pour récupérer quelque chose. Un samedi, je me suis réveillé pour aller chercher de l'eau et j'ai remarqué que la colocataire du sous-sol n'était plus là. Sa porte était ouverte et sa voiture n'était pas dans l'allée. Il n'y avait pas de voiture dans l'allée, mais il faut mentionner qu'une des filles ne conduit pas. Quelques heures plus tard, je me suis réveillé parce que j'ai entendu des pas descendre vers le sous-sol. À ce moment-là, j'ai crié le nom de la fille qui ne conduit pas, car elle est la seule qui aurait pu être dans la maison. Je n'ai obtenu aucune réponse et j'ai seulement entendu les pas remonter les escaliers. À ce moment-là, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise. J'étais à la maison les week-ends, alors j'ai décidé de les passer chez mon copain. Une des filles a créé une page Facebook pour la maison, censée aborder tous les problèmes comme faire la vaisselle ou laisser des désordres, mais elle laisse rester assez inactive car tout le monde semblait s'en accommoder. J'ai posté que des choses effrayantes se passaient les week-ends et leur ai demandé si elles pouvaient commencer à me dire si elles passaient la nuit à la maison ou non. Elles pensaient sérieusement que je plaisantais. Les réponses n'étaient pas du tout réceptives et consistaient en des rires et des « Oh mon Dieu, tu es si drôle ». Même mon copain était d'accord pour dire que j'étais paranoïaque, car il croyait aussi que tout avait une explication rationnelle et parfaite. Le problème, c'est que quand tu dis que tout a une explication, tu invalides simplement les explications paranormales ou de l'activité fantomatique, ce que je n'insinuais pas du tout. Je n'ai jamais cru aux fantômes ou aux esprits et je ne l'ai jamais dit quand j'ai parlé à mes colocataires. Tout comme mon copain, ils continuèrent de dire que la maison était vieille et faisait des bruits, mais je connais la différence entre les vieux bruits de la maison et quelqu'un qui monte et descend les escaliers. Heureusement, mes colocataires ont commencé à poster des messages sur la page Facebook pour m'avertir qu'ils étaient partis. C'était toujours dans le sens de « Hé, je ne serai pas à la maison ce week-end, alors ne t'inquiète pas pour les fantômes ». Quand ils pouvaient, ils me disaient qu'ils ne seraient pas à la maison. Mon copain travaillait de nuit, alors je devais passer la nuit seul. Mon copain m'a appelé pendant sa pause. Pendant que nous parlions au téléphone, j'ai entendu des bruits à l'étage principal. Je lui ai dit que j'allais voir et il m'a encouragé à le faire car cet idiot pensait toujours que j'étais paranoïaque. Quand j'ai dit cela, j'ai entendu les pas monter au 2e étage. Une fois arrivé à l'étage principal, il n'y avait personne dans la cuisine et toutes les portes de la maison étaient fermées. J'étais extrêmement paranoïaque et je ne me sentais pas en sécurité. Mon copain m'a appelé et m'a convaincu que tout allait bien. Je n'ai donc jamais été au 2e étage et c'était probablement mieux que je reste à l'étage principal. Après ce week-end, j'ai dit à mes colocataires avec tout le sérieux dont j'étais capable que j'étais convaincu que quelqu'un était entré dans notre maison à un moment donné cette nuit-là. Je leur ai dit ce que j'avais entendu, mais tous ces idiots disaient encore que c'était la vieille maison qui faisait des bruits. Mon copain travaillait presque toujours de nuit, alors j'ai fait ce que je n'avais jamais voulu faire et j'ai commencé à passer les week-ends chez mes parents. La rencontre terrifiante d'Amanda avec un faux propriétaire. Amanda, la petite amie de mon frère au moment de cette histoire, cherchait son premier appartement et a quitté la maison de ses parents. Mon frère était peiné qu'ils ne veuillent pas emménager ensemble, car ils ne sortaient ensemble que depuis quelques mois. Elle a choisi de chercher un colocataire en ligne en naviguant sur Craigslist et a trouvé une annonce intitulée quelque chose comme « Recherche colocataire femme uniquement ». Ce genre de choses était courant, car la région où elle cherchait était principalement peuplée de jeunes professionnels. L'annonce concernait une chambre dans une maison pour environ 225 $ par mois, ce qui était assez bon marché par rapport à la plupart des autres endroits listés. La locataire se présentait comme une étudiante de 23 ans qui ne se sentait pas très à l'aise de vivre avec des hommes. L'autre colocataire aurait sa propre chambre et une salle de bain attenante. Amanda était intéressée par cet endroit, bien que l'annonce ne contenait qu'une seule photo de l'extérieur de la propriété. Amanda a envoyé un courriel pour rencontrer la locataire et visiter la maison. 30 minutes plus tard, elle a reçu un courriel avec tous les détails et 1 heure pour passer. La locataire travaillait tard et voulait qu'Amanda passe à 8 heures du soir. Quand Amanda est arrivée, il y avait une note manuscrite sur la porte principale indiquant « Porte cassée, utilisez la porte arrière ».
En faisant le tour de la maison, tout semblait bien mais un peu négligé. Herbes hautes, mauvaises herbes, fenêtres poussiéreuses, etc. Rien d'alarmant pour Amanda. Elle a frappé à la porte arrière et un homme a ouvert la porte. Au début, Amanda a pensé qu'elle s'était trompée de maison, mais l'homme l'a rassurée en lui disant que la locataire, dont il a oublié le nom, était sortie et qu'il était le propriétaire. La locataire lui avait demandé de rencontrer Amanda puisqu'elle travaillait tard. Il semblait sympathique et s'est proposé de lui faire visiter les lieux. Les alarmes ont commencé à retentir dans la tête d'Amanda, mais elle n'était pas encore en alerte rouge. Le type semblait clairement avoir la quarantaine, était mal rasé et donnait l'impression de vivre dans sa voiture. De plus, seule la lumière de la cuisine était allumée. Pendant qu'il faisait le tour de la maison, Amanda a remarqué une énorme alerte rouge. Il n'y avait aucun meuble, rien. Le propriétaire répondait poliment aux questions, mais semblait irrité de devoir laisser les lumières allumées trop longtemps. Il la pressait et ne la laissait regarder les chambres que pendant quelques moments. Il y avait une seule pièce que le propriétaire ne voulait pas ouvrir. C'était la chambre de la locataire et il ne voulait pas envahir sa vie privée. En marchant dans le couloir vers le salon, Amanda a remarqué que la porte principale avait une planche clouée en travers, solidement fixée. Le compteur de danger d'Amanda commençait vraiment à sonner. Elle a décidé de terminer la visite et de partir, mais elle a essayé de rester polie en remerciant l'homme pour la visite. Il s'est alors animé et a dit qu'il avait oublié de lui montrer le sous-sol, récemment meublé, qui serait une grande salle de jeu et qu'elle devrait y jeter un coup d'œil. À ce moment-là, Amanda et le propriétaire se tenaient dans le petit couloir entre le salon et la cuisine arrière. La porte du sous-sol se trouvait dans ce petit couloir. Quand il a ouvert la porte, elle s'est ouverte vers l'extérieur, créant une sorte de barrière entre Amanda et la porte arrière. Le sous-sol était complètement sombre. Il a souri, a fait un geste vers le bas et a dit « Les dames d'abord ». Ce qui s'est passé ensuite n'est rien d'autre qu'un coup de chance. Amanda a reçu un message texte juste au moment où une personne inconnue s'est garée devant la maison. Pensant vite, elle a fait semblant de répondre à un appel téléphonique et a répondu à son téléphone. « Salut, oui, tu es là ? Je vais sortir par l'arrière et te laisser entrer. C'est génial, tu dois voir ça. » Avec une confiance feinte, elle s'est excusée auprès du propriétaire et est sortie par la porte arrière. Elle raconte que l'homme l'a regardé simplement comme s'il était confus. Une fois dehors, elle a couru vers sa voiture et est partie. Quand Amanda est arrivée chez elle, elle a raconté à sa mère et à mon frère tout ce qui s'était passé. Ils ont appelé la police, pris sa déposition et sont allés enquêter. L'annonce sur Craigslist avait été supprimée. Il s'est avéré que la maison avait été saisie plus de 6 mois auparavant et que la propriété était abandonnée. Lorsque la police a enquêté, ils ont découvert que la pièce que le propriétaire ne voulait pas qu'Amanda voie était celle où l'homme vivait. Il y avait une pile de vieilles couvertures sales, de la nourriture pourrie et des cruches d'un gallon vide partout. Le plus effrayant était qu'il avait collé des pages arrachées de magazines pour adultes sur tous les murs de la pièce. La partie vraiment terrifiante était le sous-sol. L'homme avait tendu un fil de pêche à hauteur de tibia à travers les escaliers, à environ mi-chemin du sous-sol. Il y avait une autre pile de vieilles couvertures, un manche à balai enveloppé dans des ceintures en cuir, une petite boîte contenant plusieurs rouleaux de rubans adhésifs variés, etc. Amanda a finalement décidé de ne pas emménager. Une expérience terrifiante avec un colocataire. Il y a quelques années, j'étudiais dans une université dans une grande ville. Normalement, je vis dans un petit village à plus de 70 km de là. Comme vous pouvez l'imaginer, j'ai dû louer une chambre. J'en ai trouvé une dans un immeuble de 4 étages, principalement loué par plusieurs étudiants. L'étage où je devais vivre avait un couloir de 5 à 6 mètres de long et très étroit. À droite, il y avait 2 portes. Derrière la première, il y avait une chambre où devait vivre mon colocataire, puis une cuisine pratiquement combinée avec une salle de bain, ce qui n'était pas vraiment positif pour l'hygiène, mais c'était un vieux bâtiment. Au bout du couloir, il y avait une grande chambre où j'allais vivre pendant 1 an. C'était vraiment génial. Mon colocataire était un étudiant assez gentil qui cuisinait de temps en temps, ce qui m'a sauvé la vie, considérant que si je devais le faire, je brûlerais probablement l'eau. Mais ensuite, elle est tombée enceinte de son petit ami et a dû dire adieu à ses études. C'est là qu'intervient mon deuxième colocataire. En fait, même après avoir vécu avec lui pendant presque 6 mois et tout ce qui s'est passé ensuite, je ne me souviens même pas de son nom. Cela devrait vous dire tout ce que vous devez savoir sur notre relation. C'était un étudiant de 22 ans dont je ne me souviens même pas du visage. Je l'ai vu peut-être 2 fois.
Il travaillait et étudiait quand j'étais dans l'appartement, et vice-versa. Le temps passe et nous nous ignorons mutuellement. Tout va plutôt bien, puis des choses commencent à se passer. Le premier avertissement fut un appel du propriétaire. C'est un vieil homme un peu étrange, surtout à cause de ses dents qui sont soit manquantes, soit d'un jaune foncé. Mais je ne peux rien dire de mal sur lui. C'est un propriétaire décent. Une fois, je lui ai accidentellement payé trop, et il m'a rapidement rendu le surplus. Donc oui, ce n'était pas le paradis, mais il était correct. Il avait plusieurs appartements dans la ville qu'il louait à des étudiants. Il m'a dit qu'il aimerait que je garde un œil sur mon colocataire pour voir si quelque chose lui arrivait. Quelque chose s'était passé sur son lieu de travail, je crois qu'il avait frappé quelqu'un et disait des choses insensées à ce sujet quand il a rencontré le propriétaire pour le paiement du loyer que nous faisions en personne, pas par virement bancaire. Il nous rendait visite une fois par mois pour cela. Plus tard ce jour-là, je suis retourné à l'appartement et qu'est-ce que je vois ? Le canapé était cassé et semblait avoir été écrasé par un éléphant, et les débris étaient éparpillés dans toute la pièce. Mon colocataire faisait les 100 pas, essayant de nettoyer. Je lui ai demandé ce qui s'était passé et il m'a répondu quelque chose à propos d'une fête qui avait mal tourné. À ce moment-là, j'aurais probablement dû partir immédiatement, mais je suis une sorte d'enfant protégé, vivant dans une petite ville d'un pays européen pas très grand et plutôt paisible. Je suis étudiant, et dans toute ma vie, je n'ai jamais vu de drogue ni été témoin d'aucun crime. Pour moi, tout allait bien. Il agissait étrangement, mais peut-être qu'il passait une mauvaise journée. Je suis allé me coucher, ou plutôt sur un matelas, car je dormais simplement dessus. Ce n'était pas facile de m'endormir car il faisait du bruit dans la cuisine. J'y suis même allé pour lui demander de se taire. Il était tellement surpris que je parle qu'il a littéralement sursauté. Il a dit quelque chose comme « D'accord, pas de problème » et a été un peu moins bruyant. Le fait que la cuisine soit toujours en désordre, bien qu'il y ait passé tout son temps, aurait dû être un deuxième avertissement. Mais encore une fois, je n'ai pas fait le lien. J'ai juste bloqué la porte par précaution en poussant une table contre elle pour que le bord empêche la porte de s'ouvrir. J'avais aussi un pied dans un seau, je ne sais pas pourquoi. Il m'a réveillé brutalement vers 4 heures du matin en criant qu'il fallait que j'ouvre la porte tout de suite. Sa voix était en colère, pas effrayée, donc je doutais qu'il y ait un incendie ou autre chose. J'ai refusé bruyamment et il a alors défoncé la porte d'un coup de pied. La table avec un ordinateur dessus a été repoussée par l'impact et une partie de la serrure a également été cassée. Il est entré dans ma chambre et a commencé à crier des choses incohérentes, disant qu'il savait ce que je planifiais. Il ne m'a pas attaqué, mais a continué à crier. Il a aussi cassé une lampe de plafond avec ma tasse favorite qui était sur la table à côté de l'ordinateur. J'étais au bord de la panique. J'ai envoyé un message texte à mon père, qui malheureusement était à plus de 60 km de là, pour lui dire ce qui se passait. Il a essayé d'appeler la police, mais pour une raison idiote, dans ce pays, ils ne peuvent intervenir que si le témoin direct ou la victime les appelle. Donc il n'y avait aucune aide de leur part, ce qui était complètement stupide à mon avis. La demi-heure suivante a été étrange, pour le moins. Mon colocataire a continué à crier des choses incohérentes. Je pense qu'il croyait vraiment que je complotais contre lui et il a continué à démolir l'appartement. J'ai réussi à sortir en le persuadant dans ce qui était probablement l'épreuve de persuasion la plus difficile de ma vie. Pour être honnête, je lui ai dit que si je sortais de l'appartement sans prendre les clés, il serait en sécurité. Vous pouvez imaginer ce que j'ai ressenti en me déplaçant pour ouvrir la porte avec lui dans la cuisine, pleine de couteaux, derrière moi. Finalement, j'ai réussi à m'enfuir en pyjama avec mon téléphone à la main. Je me suis réfugié dans un autre appartement du même immeuble où vivait un parent du propriétaire avec 2 autres personnes. Je le connaissais parce qu'une fois le propriétaire n'avait pas pu venir chercher le loyer en personne et m'avait demandé de lui donner l'argent. Ils ont même eu la gentillesse de me préparer un thé. Je suis resté là jusqu'à ce que la police arrive, puis je suis retourné à ma chambre. Mon colocataire a ouvert la porte pendant que je rangeais toutes mes affaires de valeur, principalement l'ordinateur et les livres. Il était dans la cuisine. La police a essayé de l'interroger, mais sans succès. Il ne répondait pas, mais semblait que son attaque était terminée avec sa phase maniaque. Ils l'ont laissé là, après lui avoir dit d'aller marcher pour se calmer l'esprit. Moi, en même temps, j'ai quitté l'appartement. J'ai attendu 1 heure à une distance sûre de cet endroit, et mon père est venu me chercher, et nous sommes retournés dans ma ville. Quelques heures plus tard, mon propriétaire m'a appelé après que j'ai quitté l'appartement, et m'a dit que le colocataire était toujours là et avait encore une sorte de crise mentale.
Le propriétaire a appelé la police une fois de plus, pendant que le gars se barricadait sur le balcon, menaçant de jeter des choses sur les gens s'ils ne le laissèrent pas tranquille. Cette fois, la police est entrée de force et l'a pratiquement traîné hors de l'immeuble. Maintenant, le problème est que je ne sais pas exactement ce qui lui est arrivé après cela. Depuis, j'ai entendu deux versions. La première était une sorte de folie instantanée, peut-être une schizophrénie, un type paranoïaque, je suppose. J'ai appris plus tard qu'il arrachait des câbles des murs en cherchant des écoutes téléphoniques gouvernementales. La deuxième version était qu'il avait pris des drogues et les avait mélangées avec de l'alcool et qu'il avait fait une overdose. La police a fouillé la chambre, mais malheureusement, ils n'ont rien trouvé. Après cette expérience, je doute que j'aurai un jour un autre colocataire. Une nuit terrifiante avec Andy. Je suis un étudiant de première année à l'université et je vis dans une suite avec 7 autres garçons. Nous nous entendons tous assez bien, avec quelques petits obstacles de temps en temps. Je suis plus proche d'un garçon nommé Andy. Je suis grand et mince. Andy est plus costaud que moi, mais pas plus grand, juste un peu plus large. Jack, un joueur de hockey, est assez musclé mais plus petit qu'Andy et moi, et il est généralement très détendu. Jack est souvent celui qui jette de l'huile sur le feu. Alors, hier soir, je suis rentré d'une fête et j'étais assez éméché. Mes 2 colocataires venèrent de rentrer d'une autre fête et Andy était déjà évanoui. Nous avons dansé dans ma chambre en écoutant de la musique, puis Andy et Jack sont sortis pour fumer. J'ai commencé à parler avec ma copine sur FaceTime et j'ai entendu des coups à ma porte. J'ai éteint l'écran de mon ordinateur portable et mis le son en sourdine. Andy et Jack sont entrés, complètement défoncés, et Andy était toujours évanoui. Andy a commencé à devenir un peu agressif. Nous avons commencé à nous pousser l'un l'autre, et soudain, les yeux d'Andy se sont écarquillés. Il regardait autour de lui, mais il était évident qu'il n'était pas dans son état normal, comme s'il était dans une sorte de transe étrange. À ce moment-là, il m'a plaqué contre le mur et m'a entouré le cou de sa main. J'ai dit « Andy, ça suffit mec », mais il ne me lâchait pas. Jack a vu ce qui se passait et a essayé de le convaincre de partir, mais Andy ne voulait rien entendre. Il a mis sa main autour de mon cou. À ce stade, j'ai commencé à paniquer et à essayer de sortir de son emprise. Finalement, Jack a réussi à le tirer de moi et je me suis précipité vers Andy pour le pousser hors de ma chambre une bonne fois pour toutes. Andy m'a instantanément mis dans une prise d'étranglement mortelle, serrant ses bras de plus en plus fort, coupant mon oxygène. J'étais terrifié et je criais à Jack de le faire lâcher prise et de lui dire que je ne pouvais plus respirer. Je ne sais pas comment nous avons fait, mais nous nous battions dans ma chambre, essayant de faire sortir Andy par la porte. Il devenait de plus en plus agressif, essayant de me saisir malgré les efforts de Jack pour le retenir. J'ai sauté en arrière et attrapé un couteau sur mon bureau. J'ai brandi la lame et crié à Andy de sortir de ma chambre. Quelque chose a dû faire tilt dans sa tête, lui faisant réaliser qu'il ne devait pas jouer avec des couteaux. Je criais et Jack me disait de ranger le couteau, ce que j'ai fait. Nous avons de nouveau sauté sur Andy, essayant de le pousser vers la porte. J'avais mes bras autour de son torse, le poussant vers la sortie. Andy a renversé une bouteille de jus d'orange écrasée qui était ouverte dans le mini-réfrigérateur juste à côté de nous. Il a glissé et est tombé dans le jus et Jack l'a saisi par les bras. Je l'ai poussé dehors, j'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée rapidement. Andy a commencé à frapper à la porte, criant « Petit bébé, ouvre la porte !» Je ne savais pas pourquoi il faisait cela, mais comme je l'ai dit, il était dans cette transe effrayante. Je ne l'ai vu qu'une autre fois après cela. Les coups ont continué et il frappait la porte de son corps tout en criant qu'il allait défoncer la porte et me tuer. Pendant qu'il faisait des allers-retours en frappant la porte, je regardais à travers le judas. Ma copine était toujours en FaceTime et paniquée, compréhensiblement. J'étais à la porte, tenant le couteau et appuyant contre la porte pour la garder fermée. Andy a même versé plus de soda sous la porte, ce qui n'a fait que rendre mon sol collant. Finalement, il est parti et j'ai cessé d'essayer de le faire partir après environ 15 minutes de cela. J'ai